criage. On commence à enregistrer la vidéo. J'espère que tout le monde est d'accord. On nous donne son consentement pour l'enregistrement de la vidéo. Et je suis aussi informé parce qu'on doit prévenir. Les comptes rendus seront faits suite à l'enregistrement avec une analyse. C'est une IA qui est derrière, qui fait l'analyse. Donc, on pose un plan que derrière, il y a une IA qui fera une analyse et un compte rendu de l'ensemble de la journée. On doit informer et prévenir quand ça se met en place. Écoutez, moi, je vais faire très rapide au vu du timing pour laisser la place. Moi, je voulais vous remercier tous d'être présents, d'avoir fait le déplacement depuis un peu partout en France. On va dire que c'est un long cheminement. C'est un projet qui est né il y a 7 ans maintenant, à la suite de publications avec le CNRS à Chizé, où un grand nombre de paramètres démographiques sur l'espèce montraient un déclin assez prononcé de cette espèce. Et à la suite de ça, on s'est posé la question du niveau de généricité des résultats qu'on avait pu obtenir. On était dans un contexte très particulier, c'est le Poitou-Charentes, c'est une zone atelier de, de recherche. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est représentatif de la dynamique de la population à l'échelle nationale? Et pour cela, il fallait pouvoir impliquer et créer une dynamique au niveau national. Et pour une espèce qui n'a pas un statut précaire, c'est pas toujours facile, elle n'est pas concernée par des plans d'action nationaux. Et donc, ben, il a fallu utiliser un petit peu d'huile de coude et puis créer une dynamique auprès d'un très grand nombre de partenaires. Et on le voit maintenant, 7 ans après, le programme national, lui, s'est lancé en 2000 officiellement, en 2020, pardon, officiellement. Et on est en 2025, 5 ans après, on a plus d'une trentaine de structures qui sont impliquées. Vous le verrez, je vais faire un petit tour d'horizon au niveau de l'ensemble des données qui ont pu être acquises dans le cadre du programme. Donc voilà, merci d'être présent. Merci à la LPO Bourgogne-Franche-Comté d'avoir appuyé la mise en place de ce colloque avec dans l'environnement, avec le PTB du Doubs et à l'ensemble de nos partenaires financiers ce- pour ce colloque. Je vais laisser la parole. Joël. Bonjour à tous, Yoann Vitois, donc je suis représentant de la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Je vais pallier à notre président en tant que vice-président. On est évidemment très très heureux de vous accueillir ici et puis très très fiers, voilà, de vous accueillir pour ce colloque d'ICNEM. Je vais faire les remerciements. Alors, je vais m'aider de mon petit téléphone pour remercier évidemment tous les partenaires. On remercie la région Bourgogne-Franche-Comté pour son soutien, le département du Jura, la ville de Dole qui nous accueille, nos partenaires techniques, bah, le GEPOC évidemment, Steve qui est présent ici, qui gère ce programme de main de maître, le PTB Saône-Doubs qui nous appuie également, Dole Environnement et le Grand Dole. Voilà, donc on est très content de cette organisation. Je remercie évidemment tous les bénévoles et salariés de la FPO-BFC qui participent à l'organisation de ce colloque en espérant que tout se déroule parfaitement. Et pour que tout se déroule parfaitement, je crois que je vais en rester là. En tout cas, on est très fiers de participer aussi à ce programme. Vous aurez l'occasion de voir à la FPO-BFC, on est sur 2 zones, la Loire, dans la Nièvre, et puis la basse vallée du Doubs pour ce qui est de la Saône-et-Loire. Donc vraiment, voilà, je vous souhaite à tous un bon collègue. Et je laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur le vice-président de la LPO, la communauté d'agglomération du Grand Est, je vais vous faire rapidement une petite présentation, parce que je pense qu'il y en a qui sont venus d'assez loin, une petite présentation de notre territoire. La communauté d'agglomération du Grand Est est au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, à 30 minutes de la métropole dijonnaise et byzantine, à 2 heures de Paris, Lyon, Lausanne. 47 communes sur le Grand Est, qui représentent une population de 55 000 habitants. Le Grand Dôle intervient pour la préservation des espaces naturels du territoire. Ceux-ci représentent des paysages variés, où s'insèrent des massifs forestiers importants, la Chaux, Seine, les vallées alluviales du Doubs et de la Loue, les monts d'Aulois, les vergers, les prairies et les grandes cultures. Je voudrais citer tout d'abord, animé par l'association de l'environnement, la réserve naturelle nationale de l'île du Gérard, située en basse vallée du Doubs, à la confluence entre le Doubs et la Loue.
La réserve naturelle du Girard est un vaste complexe de milieux humides d'une superficie de 135 hectares, de milieux prairiaux, de boisements alluviaux, de crèves et de berges sablonneuses. Le Grand Dôle est lui-même animateur des deux sites Natura 2000, Forêt de Chaux et Massif de la Seine. Le site de Forêt de Chaux, zone de protection spéciale, directive européenne oiseaux, il couvre une surface globale de 22 000 hectares, dont 2 000 hectares désignés en zone spéciale de conservation au titre de la directive européenne Habitat, Faune, Flore. Le seul massif granitique du Jura, le massif de la Seine, une superficie de 4 400 hectares, est retenu au titre de la directive Habitat, Faune et Flore. Ce massif refuge de 17 espèces de chauves-souris, plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux, de nombreuses espèces d'amphibiens et riche d'un réseau de pelouses sèches réparties sur toute son route. Et pour finir, le site Natura 2000 de la basse vallée du Doubs, animé par l'EPTB Saône-et-Loire, s'étend de la corne des Épiciers, donc au nord de Dole, jusqu'à la commune d'Anoire, en limite de la Saône-et-Loire. Il concerne l'espace de l'interdigue à l'intérieur duquel le Doubs conserve un régime hydraulique naturel. Cet ensemble de milieux remarquables fait de la basse vallée du Doubs un terrain propice à la cohabitation de nombreuses espèces. C'est en 2022 que le site Natura 2000 de la basse vallée du Doubs a rejoint le PNO, puisqu'une population se reproduit sur les bancs de clavier présents au milieu de la rivière, ce qui est assez unique en France. Si en basse vallée du Doubs, avant le lancement de l'étude, la population était surtout connue pour utiliser les bancs de clavier, l'étude a permis de découvrir un certain nombre de couples reproducteurs dans la plaine du Finage, dans les champs de soja, et de développer des partenariats avec la profession agricole afin de préserver l'espèce. En outre, de nouveaux sites de rassemblement autonomes ont été identifiés, en complément de Pétinoir comme site historique, un site sur la commune de Saint-Aubin. À ce titre, le Grand Dole s'est associé au programme en finançant un suivi à Dole Environnement et l'acquisition d'une balise GPS en 2025. Je voudrais pour finir vous souhaiter un bon colloque, riche d'échanges et de connaissances, et remercie bien sûr tous les organisateurs d'avoir choisi notre territoire pour cette journée. Bonne journée à tous, merci de votre accueil. Merci. Je pense que là, on est bon. On va pouvoir débuter. Il y a quelques petits rappels pour me glisser le mot. Alors, en termes d'organisation, juste, vous avez tous le programme avec vous, ça va être séquencé, on aura des petites pauses. Je ne sais pas si le son portera jusqu'à de l'autre côté, mais vous aurez un appel de l'Audicnem Criard que vous entendrez, qui vous informera en fait qu'il faut revenir en salle, on reprend les présentations. Ouais, on a une. Et concernant les badges, euh, on mettra un petit carton en sortie, fin d'après-midi. Vous aurez vos badges et vous les mettrez directement dans le carton pour les restituer. Les pins et les programmes, vous pouvez les garder. Donc moi, je vais débuter, je vais vous proposer un tour d'horizon sur les résultats que l'on a obtenus pour cette espèce. On va faire comme ça. Donc, je vais débuter par la partie suivi des couples et des nids. Donc, il faut comprendre que dans le cadre du programme national, l'objectif, c'est l'amélioration des connaissances. Le but, c'est de renforcer le porté à connaissance et de pouvoir le restituer pour permettre d'améliorer les actions de conservation qui peuvent être amenées sur cette espèce et qui peuvent bénéficier, bien sûr, à un très grand nombre d'espèces des milieux ouverts. Dans ce cadre-là, on a des protocoles qui sont appliqués. Je ne vais pas revenir sur la méthodologie, les aspects des protocoles, mais l'ensemble de ces protocoles nous permettent d'acquérir des informations sur les densités d'oiseaux, le suivi, la nidification, le bagage des différents individus et la pose de balises télémétriques. Donc là, je vais débuter par les premiers suivis qui sont mis en place par l'ensemble des acteurs au niveau national. Donc on a des suivis, donc là vous avez l'ensemble des polygones rouges qui sont des traces de déplacement de véhicules. C'est des personnes qui prospectent les différentes parcelles et qui, tout au long de leur périple, vont noter les observations, les enregistrer dans une base de données qui va pouvoir être restituée et envoyée directement au niveau national. Donc ça nous a permis d'avoir
243 communes qui ont été suivies, 249 communes, pardon. Et 249 communes qui ont été suivies. C'est 2600 kilomètres de linéaires qui ont été parcourus sur l'ensemble du territoire. Et ici, en termes de nombre de données, donc c'est des observations d'oiseaux qui ont été faites tout au long des 5 dernières années. Donc là, on n'a pas encore l'ensemble des datas, qui sont des données qui sont rentrées parce que c'est encore en cours et qu'il y a plusieurs sites qui sont suivis sur lesquels ils n'utilisent pas forcément l'application naturaliste. Donc, c'est des bases locales, régionales qui sont utilisées, donc le temps d'aller récupérer ces données. Complètement dans le noir? Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui était mieux avant? Sans lumière, c'est mieux. Sans lumière. Comme ça, c'est ça. Ok, allons-y. Allez. On est où? C'est actuellement, dans le cadre depuis le lancement du programme, depuis donc 2021, avec les séries de comptage annuels entre mars et juillet, c'est plus de 35 000 données d'observation de nicknames qui ont été recensées à l'échelle nationale. En termes de dimensionnement, donc on a le programme a débuté en 2018, en 2020 officiellement lancé, mais on a quand même des premières données avant qui datent depuis 2015, et ça, ce grâce à la LPO Rhône, LPO Aura, qui a déjà contribué, ça a été les premiers avec Chizé, mais aussi avec le GON, qui ont contribué à partager et à fournir de la donnée. On a 1860 nids qui ont été localisés à l'échelle nationale. C'est quasi 2500 œufs qui ont été observés. On en a 1390 qui ont été mesurés. Et on a 1400 jeunes qui ont été observés. En termes de répartition au niveau des nids, on le voit, c'est majoritairement dans les grandes cultures que l'on retrouve les nids de Dipnem. C'est les milieux qui sont majoritairement utilisés par l'espèce, mais il se peut aussi qu'il y ait bien sûr un biais dans cette estimation parce que ce sont aussi les sites qui sont les plus suivis pour le Dipnem cyprien. Il faut savoir que les cultures, ici c'est regroupé en une grande entité, mais ça amène à plus de 62 types de euh, cultures rares qui sont présentes sous cette appellation. En termes de nichés, le devenir des nichés au niveau national, donc vous avez un graphique ici, là, vous avez les deux premières colonnes, c'est les échecs, l'échec constaté, on l'a observé, l'échec supposé, déduction, de la même manière, succès observé, succès supposé, et les inconnus. On n'a pas d'informations réellement sur le devenir, on n'a pas réobservé de jeunes non plus, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà en gros la répartition. On a ici 48%, quasi 50% des nichés au niveau national sur l'ensemble des données qui sont en échec et 43% qui sont en réussite, le reste étant inconnu. Globalement, on est quasi sur un 50-50. Mais ça, on le sait déjà, on sait que c'est une espèce qui est fortement impactée par, d'une part, les travaux agricoles, avec un niveau de destruction qui est extrêmement important, et puis on le verra aussi par des problèmes de prédation. Ici, un graphique, vous avez les différents grands habitats qui sont présents en abscisse en bas. Ici, vous avez la proportion des nids en ordonnée et vous avez le même code couleur que préalablement avec les échecs, les deux premiers, orange et rouge, vert et en succès et inconnu. Ici, on a fait une première évaluation. On détecte bien un effet habitat dans la probabilité de succès d'échec, mais aussi avec un effet année, euh, sans relation entre l'habitat et l'année. Donc, on a vraiment une tendance qui est régulière sur un habitat donné et
ici, sur ce graphique présent, on a standardisé. Donc ici, vous avez les cultures. La partie basse, c'est la culture. Donc c'est centré sur un. Si on est au-dessus de un, c'est-à-dire qu'on a plus de succès de reproduction que ce que l'on observe dans les cultures. Comme vous l'avez vu, c'est majoritairement la grande culture qui est utilisée par l'espèce. Donc, ce qui en ressort, c'est que dans les friches et les prairies, et dans les friches et les prairies, sont pris en compte des friches industrielles, par exemple, et aussi des prairies plus naturelles, ou des habitats qu'on pourrait retrouver dans des aéroports, par exemple. On a tendance à avoir, et ça c'est significatif, un succès reproducteur qui est plus important que dans les grandes cultures. À l'inverse, on aura une présentation de Paul Adam de la LPO Rhône. On a un succès reproducteur qui, sur l'ensemble des bases de données nationales, montre un succès reproducteur qui est plus faible sur les MC. Les MC, c'est des mesures compensatoires. Ça nous amènera à une réflexion un petit peu plus tard, je vais le spoiler maintenant. En termes de causes d'échec au niveau des pontes, on voit ce qui domine majoritairement, c'est les abandons, prédation et prédation. Abandon, prédation, c'est qu'on il est difficile parfois de savoir s'il y a eu un abandon préalable, puis ensuite on a eu une prédation, voilà, ou s'il y a eu une prédation d'un œuf, les individus ont eu un stress et ils ont quitté, ils ont abandonné le deuxième œuf. Voilà, c'est classé de cette manière-là. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est majoritairement de l'abandon-prédation. Et on a bien sûr toujours un peu de destruction qu'on rencontre majoritairement dans les milieux agricoles. Là, j'avais mis les trois cultures majoritaires par cause d'échec. Maintenant, sur l'élevage, on est passé sur la partie éclosion, maintenant c'est sur l'élevage. Qu'est-ce que l'on a? Pareil, les mêmes graphiques, les mêmes causes qui sont en abscisse. Et ici, on a en gros 45%, allez, on a 90% des échecs qui sont liés à l'abandon prédation au stade jeune. Avec les cultures. Là, pour la première fois, on a un peu les bassins, parce qu'on a des bassins de rétention d'eau qui sont de stockage d'eau de pluie, qui sont aussi pas mal utilisés par les jeunes clients. Ici, je vous présente rapidement l'effet de la signalisation des nids. C'est une question qu'on a en règle générale lorsqu'on fait de la conservation de l'espèce. Notre objectif, c'est donc de limiter les risques de destruction des nichés. Et donc pour cela, on vient baliser, on vient matérialiser les nids. Mais le fait de matérialiser, visuellement, c'est visible. Donc on peut s'attendre aussi à augmenter potentiellement l'abandon, la prédation sociale. Donc on avait préparé un petit protocole voilà, avec 4 phases expérimentales. Et puis, donc, on a regroupé ça avec signalétique et sans signalétique. Et globalement, on voit échec, inconnu et les succès. Vous avez là toujours le même code couleur. Et on a fait les tests, on a évalué et on n'a pas de différence observable avec ce jeu de données entre le fait de matérialiser, de signaliser des nids ou non sur l'échec. Ici, on a fait la même chose en regardant en fait par cause de perte de pont au stade œuf pour évaluer lorsqu'on pique le nid, est-ce qu'on augmente une cause particulière, un abandon prédation, une destruction ou directement une prédation. Donc ici, on n'observe pas de différence statistique significative entre le fait de marquer des nids ou non selon les différentes causes. Donc, ce n'est pas le fait de marquer un nid ne va pas engendrer une différence statistique sur une augmentation d'un risque d'abandon, prédation ou de destruction. Cependant, on peut remarquer ici, on a vraiment une tendance, elle est non significative, mais elle s'en approche. Donc il y a un risque qui sous-tend d'une augmentation du risque de prédation. Et là, c'est peut-être quelque chose qui est à mettre en réflexion par rapport à quels sont les types de jalons qui sont disposés. Est-ce qu'ils sont bien mis à bonne distance par rapport à nid?
Et on le sait bien, il y a une énorme variabilité. Parfois, les gens sont pris par le temps, ne le disposent pas au bon endroit, pas à la bonne distance, c'est extrêmement variable. On utilise ce qu'on a dans le véhicule parfois. Donc voilà, ça peut être une des origines de, de ce que l'on observe ici. Je vais passer à la partie on est comment? C'est bon. Euh, je vais faire un petit point sur la partie bagage de balise GPS. Donc ici, je rappelais les points importants sur l'intérêt de baguer et de baliser des oiseaux. Le premier, la compréhension de la dynamique des populations. Le fait de baguer des individus, de poser des balises, va nous permettre d'améliorer nos connaissances sur les estimations de taux de survie au niveau des oiseaux, mais aussi sur des éléments de dispersion des oiseaux, dispersion juvénile. Acquérir de l'information sur les déplacements de l'espèce, les voies de migration, la connaissance des haltes migratoires, des zones d'hivernage, un ensemble d'éléments qui sont extrêmement importants et fondamentaux dans, je dirais, l'identification des enjeux, des menaces qui peuvent peser sur l'espèce. La deuxième, c'est caractériser donc les habitats, l'utilisation des habitats et de l'espace. Donc l'utilisation des balises GPS va nous permettre de pouvoir estimer les tailles des domaines vitaux, identifier les parcelles d'alimentation, les parcelles de rassemblement, les parcelles de reproduction, et donc de pouvoir orienter certaines stratégies pour pouvoir conserver certains habitats ou modifier des pratiques ou des modes de production sur certains milieux. Et enfin, ça nous permet aussi d'évaluer donc tout ce qui concerne la mise en place d'infrastructures. Ayant des individus qui sont balisés, on va pouvoir évaluer comment la mise en place d'une infrastructure plus ou moins grande, que ce soit du LGV à une extension d'aéroport, au déploiement d'éoliennes ou de parcs solaires, ça va impacter localement le maintien et la présence des oiseaux, son utilisation. Donc le bagage, l'ensemble du bagage, dans le cadre du programme national, et comme tout programme national, est encadré strictement par le Muséum d'histoire naturelle de Paris et le CRBPO. À l'heure actuelle, on a plus de 32 bagueurs qui sont intégrés au programme national. Ici, sur la carte, présentée à droite, tous les petits points là, c'est des endroits où ont été bagués des oiseaux. Enfin, c'est des oiseaux bagués. C'est le positionnement du bagage des oiseaux. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Depuis 2018, on lance l'action après publication, et puis à partir de 2020, on lance le programme, et il se lance à partir de 2021, on va dire, pleine marche. Donc, globalement, qu'est-ce que l'on a? On est à peu près à une centaine, 150 individus qui sont bagués par an. Alors, en 2024, on était à 700 individus bagués. Vous pouvez voir la répartition un peu au niveau du bagage bas à gauche de l'écran. À quoi on peut s'attendre pour 2025? Alors bien sûr, c'est encore en cours. Plein de structures continuent à saisir leurs données dans les bases pour pouvoir nous les faire remonter. Donc, je ne vais pas donner des chiffres, mais globalement, on se situerait à peu près sur sous le même ordre, autour de à peu près 150 individus bagués annuellement. Ça nous montrait à peu près à 850 individus bagués au niveau national. Euh, Ouais, après, on n'a pas les éléments, les données ne sont pas remontées, donc on n'a pas les éléments de l'âge ratio. Concernant le nombre de contrôles, c'est intéressant de baguer les individus, mais la finalité, c'est de faire des contrôles des oiseaux pour permettre d'estimer les taux de survie. C'est une présentation de Rémi fait tout à l'heure. Donc là, on est en pleine augmentation, on a à peu près 320 contrôles annuels qui sont faits. En règle générale, on demande d'avoir une ou deux saisies des oiseaux annuellement sur notre interface petitnem.com. Qu'est-ce que l'on a comme information ici? À droite, vous avez la carte avec les zones de bagage, et les lignes, c'est les zones sur lesquelles ont été revus des individus. Et donc, ce que l'on a, c'est qu'on a à peu près 310 individus contrôlés de 1 à 29 fois. On voit que les distances peuvent aller jusqu'à plus de 1500 km, avec photos à l'appui au Maghreb. Norvège, c'est la même chose. Ça a fait, on remet beaucoup d'observateurs et d'ornithologues, qui sont tous en ligne. Euh,
Alors, en termes alors ici, voilà, ici, dans le graphique, en bas à gauche, vous avez des distances depuis, donc, en abscisse, c'est la distance depuis le lieu de bagage. Donc, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a quasi 98% des contrôles, ils sont à moins de 100 km de leur zone de bagage. C'est cohérent, en règle générale, au maximum, on bague prioritairement des adultes, et les adultes sont très fidèles à leur site de reproduction. Donc, c'est normal qu'on les contrôle de manière plus importante. En orange, c'est les juvéniles, et en bleu, c'est les adultes. Donc, on a une observation qui est vraiment à très courte distance, à faible distance. Mais il y a aussi un biais, c'est que bien sûr, il y a toutes les zones en dehors des sites d'études qui ne sont pas prospectées, et donc on perd une grande partie probablement de la dispersion juvénile, parce qu'on le sait, les juvéniles peuvent aller renforcer certains noyaux de population à plus ou moins longue distance, et ça, bien sûr, ici, on est capable. Euh, un point important ici, je vais essayer d'aller assez vite en termes de timing, hein, parce qu'il y a pas mal d'autres choses. Donc, un point très important, c'est baguer des oiseaux, c'est pas anodin, on le sait, c'est très encadré, on a des règles éthiques à respecter. Euh, donc, se lancer dans des actions de suivi et baguer des oiseaux, c'est bien, mais ça ne peut et ça ne doit se faire que si on se donne les moyens de mettre en place des suivis et de la lecture de bagues. Et on le sait, la lecture de bagues, elle n'est pas forcément simple. C'est parfois compliqué, on peut le faire monter, mais c'est extrêmement important et essentiel d'y retourner sur le terrain, prendre sa longue-vue, ses jumelles, voir pourquoi pas utiliser des caméras trappes et de faire de la lecture et du contrôle. Ici, je le mets en avant. Ce que je veux mettre ici en avant, là, vous avez la carte de tous les points noirs. C'est les données d'observation d'oiseaux depuis 2019, saisies sur Naturalist. On voit bien la répartition et en rouge, vous voyez les sites sur lesquels on est présent, sur lesquels il y a du bagage. Viennent de se rajouter ces deux sites sur lesquels les données de bagage débutent en 2025. Donc, on n'a pas encore le positionnement des oiseaux ici. C'est un point qui est important parce que le Trichinem c'est une espèce qui est généraliste, qui est plutôt bien répartie au niveau national. C'est une espèce qui est de directive oiseau, annexe 1, et c'est une espèce qui est sentinelle, dans le sens où elle a cette capacité à pouvoir nous donner une information en termes de qualité de notre environnement. Euh, et ça en fait une espèce très particulière. euh, je pense, devrait s'inscrire comme une espèce indicatrice dans le suivi temporel à moyen et à long terme pour l'ensemble des suivis à venir. Parce qu'elle est beaucoup plus simple à suivre de par le fait que les densités sont extrêmement faibles quand même au niveau local. Donc quand on connaît un groupe, on sait en règle générale qu'il est ici. Et donc on a quand même une facilité à pouvoir mettre en place ce type de suivi. Ici, rapidement, c'est pour représenter par rapport à la carte de répartition des zones de bagage dans lesquelles nous sommes implantés, les zones sur lesquelles, les polygones en rouge, pardon, je ne l'ai pas dit juste avant, c'est les zones sur lesquelles on manque de données, mais avec de la donnée de bagage, pour permettre d'avoir du prélèvement, de travailler sur la génétique, et puis à venir, on en parlera par la suite, de la dynamique autour de l'évaluation de l'exposition aux substances toxiques qu'on aimerait mettre en place à l'échelle nationale en tant que justement espèce sentinelle. Et la carte que vous avez dessous, c'est une carte qui a été publiée dernièrement, en 2025. C'est une carte qui extrapole, on va dire, le niveau d'exposition aux pesticides que l'on peut trouver. Et donc, plus c'est rouge, plus on est fortement exposé. Vert, on est moins exposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vert n'est pas à zéro. Dans l'ensemble en général, on est exposé à toute une quantité de pesticides dans les eaux, dans le sol ou dans l'air. Et ici, de la même manière, c'était pour représenter qu'on a aussi certaines zones, les points noirs, c'est les éoliennes au niveau national. C'est leur implantation. Donc, on a déjà des sites qui sont présents sur des zones d'implantation d'éoliennes, mais on pourrait aller plus loin et poursuivre plus de suivi, je t'appelle Picardie Nature, de suivi dans le nord de la France.
Au niveau télémétrique, balises GPS, c'est 160 balises qui ont été déployées à l'heure actuelle partout en France. Et là, vous avez, c'est en bleu, c'est les oiseaux baguets, les points rouges, c'est les zones sur lesquelles on a déployé de la balise. Petit chiffre à côté, c'est le nombre. C'est informatique, je pense pas que vous arrivez à lire le petit nombre là. Moi, avec mes lunettes, j'aurais une bonne. Euh, En date du 1er octobre, c'est quasi 40 millions de positions GPS qui ont été acquises euh, avec les balises à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des balises GPS? À l'heure actuelle, on en a 50% des oiseaux qui ont été balisés depuis le début du programme, qui sont encore en vie et qui sont suivis. On a 24% sur lequel on n'a pas d'informations particulières, on a une perte de connectivité de la balise. Et on a 24 individus qui sont morts. Donc, sur ceux qui sont vivants, parmi les 52, il y en a 90 qui sont encore actifs. Il y en a 7% pour lesquels les balises ont déjà été retirées. Une sur laquelle on a une balise qui est détachée sur cet individu-là, qui n'a pas pu être recapturé là dernièrement. Et on a un individu, on n'a plus de communication sur cette balise, mais il a été observé en 2025. Et ça montre qu'une bonne partie des individus, enfin, ça laisse supposer qu'une partie des individus qui sont ici en inconnu colonne du milieu, donc qui n'émettent plus de données, sont vivants. On ne sait pas s'ils sont vivants ou non, mais ça, on verra avec les estimations de survie tout à l'heure. Et concernant la mort, quelles sont les origines les causes de mort des individus? À 50%, c'est la prédation des individus. 15% prédation braconnage, c'est pas réellement ce qu'il en est, ça beaucoup sur les zones d'hivernage. Donc, c'est déduit ça par des analyses en fait de l'accéléromètre, un petit capteur qui est posé dans le GPS qui nous permet de faire ce type de déduction. 15% par de la collision, câblé et routier. 10% avec un problème de balise détachée et 8% avec un problème de météo, dépression, en migration, passage en Méditerranée ou passage de grêle. Si je prends les individus inconnus, c'est donc 24%, on se pose la question à savoir c'est où que ça se passe. À quel moment on a une coupe de connectivité? À 28%, c'est en période de migration, donc les individus migrent. Et là, on n'a plus de connectivité, puis la balise n'est jamais raccrochée au réseau. À 40%, c'est dans les zones d'hivernage. Et à 30% en France, seulement sur le territoire national. Concernant la mort, même chose. Où est-ce qu'on a les individus qui décèdent? À 15% en migration, à 25-26% dans les zones d'hivernage, et on a 60% des individus qui ont été constatés morts sur les sites en France. Il faut quand même savoir, c'est 80% du temps du cycle de vie de l'espèce, c'est sur le territoire national. Il faut quand même le ramener à ça, ça veut dire qu'on a moins de 20% du temps qui est en extérieur, autour du territoire. Donc ça nous amène quand même à 40% de mortalité en dehors, 20% de temps passé en dehors du territoire. Les causes essentielles, c'est prédation et collision majoritairement sur le territoire national. En termes de suivi télémétrique, euh, on est comment au niveau temps? On est en retard. Ok, on va aller très vite. Donc, on s'était posé la question vis-à-vis de la connectivité, parce qu'on a des évolutions de connectivité de réseau 2G, 3G, 4G. Voilà, donc on a évalué, on a regardé sur les données de programme, et on n'a pas détecté de différence par rapport à la 2G à la 4G, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que, vu que le système du réseau 2G a été stoppé, que ça soit un des effets qu'on observe sur la perte de connectivité, mais c'est pas ce que l'on observe. On a 30% des balises transmettées en 2G et 30% des balises en 3G qui sont maintenant déconnectées au réseau. On a travaillé aussi à évoluer nos pratiques et donc alléger les balises. On est passé de 15 grammes à 10 grammes. Et donc, on a testé un effet masse de la balise sur la probabilité que les individus soient morts, vivants, inconnus, et on n'a pas de différence significative. Là, vous avez deux graphiques, vous avez mort versus vivant, mort versus vivant inconnu, et à gauche, 10 grammes, à droite, 15 grammes. Et donc,
Ce qui est en gris plein, c'est les proportions d'individus vivants. Donc, on a une proportion d'individus vivants qui est plus importante avec des balises de masse plus faible, mais on n'a pas de différence statistique significative. Quand on regarde au niveau de la répartition des causes de mortalité, à gauche 10 grammes, à droite 15 grammes sur le graphique, vous avez les différentes causes ici, problème météo, prédation, braconnage, problème de harnais ou collision. On n'a rien qui ressort. Ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a 4 cas de problèmes de harnais avec des balises de 10 grammes. Et on a plus de cas observés de collision avec des balises de 15 grammes. Euh, on a donc fait évoluer. 2025, on stoppe le programme avec la méthode de pose de balises en wing loops au niveau des ailes, avec le risque potentiel qu'on a pu constater et qui a déjà été observé chez d'autres limicoles avec des becs longs qui peuvent se coincer le bec au niveau du harnais. Donc, on stoppe l'ensemble du programme et on passe à une autre méthode qui permet d'attacher les balises en baudrier. Et c'est aussi une méthode qui fonctionne très bien pour pour le Dicknell. Attendez, je passe ici. Passe. Et ce qui est intéressant, c'est que avec cette méthode, attends, j'ai un truc qui fait que s'afficher. Avec cette méthode, en fait, dès lors où la non, mais la vidéo, c'est pas lancé. Dès lors où en fait le harnais se détache, la balise tombe au sol. Et donc l'individu ne porte plus la balise. Ici, les voies de migration, donc avec ces données de balise, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a plein d'informations. Vous avez à gauche le numéro, c'est le numéro des départements. Le chiffre à côté, c'est la quantité de données acquises avec ces balises-là. Ce que l'on observe, vous voyez, sur tous les sites et secteurs qui sont plutôt situés, on va dire, sur la façade ouest et nord-ouest, globalement, les individus passent par les Pyrénées occidentales, majoritairement. Et là, quand on commence à aller ici, donc dans l'eau, ici, on a une plus forte diversité des zones de migration et on le voit avec un passage beaucoup plus important en Méditerranée. Quand on prend les secteurs qui sont suivis beaucoup plus à l'est et dans le sud de la France, majoritairement, c'est Pyrénées orientales et bassin méditerranéen. Donc, ce que ça nous montre, c'est que globalement, on a une très forte diversité des voies de migration, et c'est en fonction de l'origine des populations. Et donc, les enjeux sont extrêmement variables selon les zones d'origine des oiseaux. Et là, un petit point important, c'est que ici, on est dans le golfe de Lion, euh, et les polygones rouges, c'est les zones de déploiement des futures éoliennes offshore en mer. Et on le voit bien, il y a le projet Migralion qui travaille sur cette problématique. On aura une présentation de Lucie mentionné tout à l'heure justement sur la partie éolien taux terrestre. Ça nous amène à cette même réflexion autour de la prise en compte des voies de migration et comment on réduit les risques. On voit bien ici qu'un grand nombre d'oiseaux passent justement par les futures zones d'implantation des parcs. Et donc, sur les zones d'hivernage, qu'est-ce que l'on a? Ça, c'est la synthèse 2021-2025, tous les points chez les zones d'hivernage des oiseaux. Et en gros, ce que l'on observe, c'est qu'on a 19% des zones d'hivernage sont situées sur le territoire, c'est 4% des individus. 21% des zones d'hivernage en Espagne et bassin méditerranéen, pour 26% des individus. Et on a 60% des zones d'hivernage qui sont situées au Maghreb, c'est 59% des individus, avec 36% des oiseaux qui sont au Maroc. Voilà, vous avez ici la répartition avec l'histogramme, c'est la proportion des localisations par rapport aux différents pays. Voilà, je vais terminer ici. Tout ça pour dire que, vous voyez, c'est un très grand nombre de données. J'espère pas trop dépasser, mais je pense que c'était important de pouvoir restituer aussi l'ensemble de ces données au niveau national. Derrière, il y a beaucoup d'analyses qui vont pouvoir se lancer. Il y a des perspectives et des projections de développement de thèses
sur l'espèce, sur lequel on va pouvoir utiliser l'ensemble de ces données pour les valoriser. Mais on le voit bien que les enjeux, les menaces qui pèsent pour ces populations, elles sont, on va dire, région-dépendantes. C'est-à-dire que les actions qui sont à mener localement peuvent se faire de manière décorrélée à ce que l'on pourrait mettre en place en termes d'actions de conservation au niveau national. Parce qu'on voit bien, par exemple, des populations de l'Ouest ont migré majoritairement sur des secteurs et des sites qui sont plus en Espagne et au Maghreb de l'Ouest que des populations de l'Est de la France. Et donc les pressions, les enjeux, la modification des habitats dans les zones d'hivernage ne sont pas les mêmes. On a la même problématique que ce soit sur les busards ou les outardes. On aura beau investir des millions d'euros localement sur des zones de reproduction, si l'on ne prend pas en compte la connaissance sur les voies de migration, les zones de halte, la qualité des zones de halte qui sont extrêmement importantes pour les espèces migratrices, les semi-migratrices et les zones d'hivernage, on aura beau investir énormément de fonds, on n'arrivera pas à remédier à l'état de conservation des espèces. Donc voilà, c'est une remise en perspective et le travail de mise en place de programmes de sauvegarde locale, de programmes de conservation régionale ou autres sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de pouvoir travailler à plus fine échelle, localement, sur des enjeux spécifiques, localement qui ne sont pas les mêmes entre le bassin méditerranéen, la Grande Beauce, la Picardie et les zones industrielles de l'Est lyonnais, par exemple. Voilà, donc je vous remercie et je vais laisser la parole à Olivier Perrin. Ça. Bah, tu peux là, si tu veux, je lance le. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. On te demande s'il y a une liste des baggers qui sont disponibles. Oui. Oui, il y a une liste des baggers qui sont disponibles sur le programme personnel qu'on peut mettre à disposition. Là, sur le drive, par exemple. Ok. Bon, bah, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a une question grand max. Ah. Il y a d'autres questions. Oui, bonjour à tous. Je me posais une question par rapport aux chiffres que tu as aussi sur la prédation. Donc 60% de prédation, est-ce qu'on a une espèce qui prédate le lichen? Ensuite, pour les collisions, 15%. Donc est-ce que dedans, il y a eu des cas de mortalité liés aux éoliennes? Et puis si tu parles de collision avec les câbles, donc quel type de câble? Et puis je voulais savoir aussi si depuis le début du programme, on avait constaté une augmentation de l'hivernage, en fait, que ce soit sur des eaux qui ont été suivies sur plusieurs années, des eaux équipées de balises, ou simplement liées à des comptages sur les zones de regroupement hivernal. Euh, alors, en ce qui concerne la prédation, en ce qui concerne la prédation, on a mammifères terrestres avec une bonne partie renard, on va dire. Et puis après, on va être plutôt sur du corvidé. Après, il faut se rappeler qu'on reste dans un contexte naturel, donc le fait qu'on ait des prédations avec du renard, des corvidés ou autre, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est des sites de relations proie-prédateur et c'est pas un marqueur qu'il y a trop de certaines espèces ou certains prédateurs. On est vraiment sur une dynamique d'adaptation entre les niveaux de prédateurs par rapport aux. Le deuxième question sur les zones d'hivernage, changement des zones d'hivernage. Collision, câble électrique. Essentiellement câble électrique et on a collision routière, un peu de collision routière. On n'a pas d'éoliennes constatées, on sait que ça existe, il y en a. Peut-être je crois qu'on a des acteurs du domaine éolien qui pourraient peut-être nous en donner deux, trois mots là-dessus, mais il y a des cas de collision, bien sûr, il y en a. Je n'ai pas les données et parfois ça ne remonte pas forcément, mais il y en a, il en existe. Et sur la partie des zones d'hivernage, euh, bah, on a un biais d'échantillon, c'est que plus on augmente notre nombre de balises, bah, plus on va se retrouver avec des oiseaux potentiels qui peuvent rester sur les zones
au niveau français. Ce que l'on observe en règle générale, c'est que les individus qui stationnent, qui hivernent en France, sont des individus qui, interannuellement, vont rester. On a quelques individus qui sont présents en France, vont partir par exemple en Espagne ou sur Majorque, et puis ils vont revenir en France un autre hiver. Et c'est très rare. En règle générale, il y a des individus, ils restent sur le territoire national. Alors ils se déplacent de leur zone de reproduction, mais ils restent sur le territoire national, plus dans le sud-ouest de la France. C'était bon, c'était tout? Ouais, une dernière petite question sur le chat. Quelqu'un qui s'interroge sur la différence entre MC et les types de couverts mentionnés, étant donné que les MC peuvent prendre des couverts, c'est couverts différents, en fait. Fait la différenciation. Euh, Majoritairement, les mesures de compensation, c'est quand même centré sur l'Est lyonnais. À l'heure actuelle, au niveau national, des acteurs, des ONG ou des BE, on peut pas de mesures de compensation suivies intégrées dans le programme. Et c'est d'ailleurs ce qui fait défaut, c'est qu'on a un grand nombre de bureaux d'études qui font des suivis sur des mesures de compensation, parfois très localement. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir récupérer ces données pour se donner la possibilité de faire une méta-analyse, une analyse beaucoup plus globale à l'échelle nationale sur la pertinence des mesures de compensation. Non, c'est vrai qu'on a aussi la Normandie, sur laquelle on a de la mesure de compensation qui est mise en place. Et ces habitats, en règle générale, ce qu'il faut dire quand même, c'est que les mesures de compensation, ça reste des zones empirées, euh, parfois avec ou sans petites zones herbacées ou des zones de galets. Mais globalement, les mesures de compensation, je dirais à plus de 95%, ça reste des milieux artificialisés. Ok, merci Steve. Bon, on va passer à la question suivante. C'est une question en chat. Je pense que très vite, Pour les diapositives, c'est ici. Bonjour à tous, Jaime Martinez, donc je suis administrateur à l'association GEPOC que je vais vous présenter rapidement. Alors, le GEPOC, c'est donc le groupe d'études et de protection de l'Eudictem CRIA. C'est une association qui est assez jeune, hein, qui a été créée début 2024, donc il y a un an et demi à peu près, et dont l'objet est donc d'améliorer les connaissances et la conservation de l'Eudictem, évidemment, mais aussi et surtout de renforcer les capacités d'organisation et d'action du programme national. Donc, c'est vraiment une structure qui est là pour aider le programme national et pour le porter, pour le structurer finalement. Donc, on est une association assez classique, hein, uniquement composée de bénévoles, donc avec 3 membres du bureau et 8 personnes actuellement au conseil d'administration. Je vous ai pas mis non plus le nombre d'adhérents. On a très peu d'adhérents actuellement, mais on a évidemment créé une page Hello Asso. Vous pouvez adhérer à l'association évidemment. Les premières actions qui ont été mises en place par le GEPOC, ça a été de faire une recherche de financement. Évidemment, c'est à ça que devait servir dès le départ cette association. Et notre première action, ça a été de récupérer un financement avec la Fondation Nature et Découverte, qui nous a permis de récupérer 2 500 € pour d'abord payer l'hébergement des 2 sites internet qui existaient déjà préalablement, qui sont cités ici. Également, d'acheter du matériel pour permettre la protection des nids. Donc, comme je l'ai noté ici, des bacs d'arbique, mais également des jalons et des filets de capture. Du matériel qui finalement sera destiné aux structures partenaires qui en auront besoin, qui en feront la demande. Donc, bien sûr, vous pouvez venir nous voir aujourd'hui, ça peut être l'occasion, ou nous contacter dans le futur pour avoir ce matériel.
Sur les partenariats, nous avons fait une présentation du PNO au niveau des énergies renouvelables. La création d'un poster qui a été présenté au séminaire expertise environnement de France Renouvelable en 2024 et à la conférence CWW en 2025 à Montpellier pour expliquer l'intérêt enfin, pour expliquer l'intérêt de mettre en œuvre ces actions de suivi de l'EDICTEM au sein des parcs photovoltaïques et éoliens et d'avoir plus de connaissances au niveau de ce secteur. Là-dessus, je vais passer assez rapidement sur les autres partenariats parce que ça va être finalement c'est un petit peu un teasing des présentations que vous allez avoir dans la journée. On a participé au montage du projet EDICOB qui concerne la reproduction et l'alimentation de l'EDICNEM sur le site Natura 2000 de la Vallée de l'Aube, un projet qui a été financé par la Fondation François Sommer. Ensuite, une convention avec Aérobiodiversité qui nous permet de former les équipes sur les plateformes, donc les aéroports et les aérodromes, et permettre à ces équipes ensuite de faire du suivi et d'appliquer le protocole du programme national, ce qui peut nous donner un certain nombre de données sur ce genre de lieux. Et du sexage moléculaire aussi, donc en collaboration avec l'Université de Poitiers. J'imagine que vous avez été quelques-uns parmi vous à envoyer des échantillons de plumes qui vont servir à faire ce sexage moléculaire. Et ensuite, il y aura aussi une étude sur la génétique des populations qui va être faite grâce à ces échantillons. Les perspectives pour le futur, alors il y a pas mal de projets qui sont en cours ou en tout cas en cours de discussion. Une étude, Steve en a parlé rapidement tout à l'heure à l'échelle nationale sur l'exposition de l'ICNAM aux pesticides. Donc il y aura évidemment toujours une analyse de prélèvement qui va être faite. En Normandie, sur la nidification sur toiture, donc une convention qui devrait être signée prochainement avec un développeur de centre logistique. Donc ici, ça concerne la Normandie, mais vous aurez aussi une présentation dans la journée de l'association API sur la nidification sur toiture en région Auvergne-Rhône-Alpes, si je ne me trompe pas. Également, voilà, des pistes de réflexion qui sont vraiment encore en cours, mais sur le développement d'un programme régional en Normandie, des discussions qui sont en cours avec l'Adréal. Également, un partenariat pour un programme régional d'action dans le Grand Est, dont on parlera aussi au cours de la journée. Et évidemment, toujours des nouveaux partenariats à venir au niveau du PNO. Et donc, ça reprend un petit peu tous les axes que j'ai présentés précédemment, tout ce qui est énergie renouvelable, aéroport, également des anciennes bases militaires. Et je vais laisser la parole à Olivier pour la partie réseaux sociaux. Merci, Rémi. Voilà, Olivier Fontaine, je m'occupe de la communication en partie sur les réseaux sociaux essentiellement. Comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal d'abonnés sur LinkedIn. On a dépassé tout récemment. Quasiment, que 2300 followers, et puis sur Insta aussi, presque 450 sur Insta. Rapidement, ce qui plaît sur les réseaux, c'est quand il y a des photos, c'est quand il y a des vidéos. Donc, j'en profite pour remercier les personnes qui me transmettent régulièrement des documents, des histoires. C'est ça qui plaît en fait, hein. L'histoire, le parcours d'un oiseau, son itinéraire, les petites anecdotes, c'est ce qui fait un petit peu le buzz. Je pense à Gérard qui envoie pas mal d'infos, Cédric aussi, la TC, Unine, enfin voilà, il y a des choses qui plaisent plus que d'autres. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est qu'il y a, finalement, il y a des personnes qui vont sur la page, même s'ils ne sont pas abonnés à la page. On est sur la partition 54-46.
Alors, ce qui me plaît aussi, forcément, c'est qu'il y a des événements. En l'occurrence, ici, l'événement d'aujourd'hui a été très bien partagé, suivi. Mais c'est aussi vous, en tant que partenaire, si vous avez l'occasion de repartager, justement, taguer le PNO ou le GPOC sur vos publications, ça permet d'avoir une grande visibilité à l'échelle nationale, voire européenne. Vous pouvez le voir, il y a le Maghreb qui suit aussi, hein. Voilà. Et on a créé, du coup, avec le GPOC aussi, une newsletter qui s'appelle le Purus. On essaie de s'en tenir à 2 par an, un petit peu de retard. Donc, justement, c'est l'occasion pour vous solliciter si vous avez des idées d'articles, euh, de belles photos, des personnes, etc. On est amateur pour alimenter cette newsletter. Vous pouvez aussi, bien sûr, comme l'a dit Raimé, adhérer au GPOC. Même un petit soutien, voilà, c'est pas anodin, on est une structure bénévole. Partager les publications, je viens de le dire. Proposer des mécénats, si voilà, vous êtes dans des structures qui peuvent vous aider aussi là-dessus. Et puis, voilà, je viens de le dire, transmettre des photos, des vidéos, des articles, etc. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, on a rattrapé peut-être un peu le temps. N'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous voulez passer à la présentation suivante. Puis, bon, tant mieux. Merci à vous. Je pense que c'est Rémi, c'est ça. Ouais. Et n'ayez pas peur de poser des questions. C'est le matin. Il faut un café en plus ou... Ouais, je te mets la présentation. À toi. Tac. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Rémi Fay, je suis chercheur postdoctorant au laboratoire de biométrie et biologie évolutive sur Lyon. Voilà, donc moi, je viens vraiment apporter mon expertise d'analyse de données. Alors, je suis aussi naturaliste, donc je connais un petit peu les oiseaux, mais je les connais moins bien que vous, qui êtes souvent sur le terrain à suivre cette espèce. Donc, n'hésitez pas à la fin de ma présentation à poser des questions, bien sûr, mais aussi dans la journée à venir discuter avec moi. Si vous avez des commentaires que vous n'avez pas pu vous exprimer à la fin de la présentation, je suis très intéressé pour avoir vos retours. Alors, lors du dernier colloque national, j'avais présenté une sorte de bilan démographique basé sur la population de l'Est lyonnais. Et en fait, en fin de présentation, on avait montré la volonté de passer à un bilan à l'échelle nationale. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un premier pas vers ça. On n'aura pas encore le recul qu'on avait pu poser sur le contexte lyonnais, où on avait beaucoup de données sur plein d'aspects différents. Ici, je vais me concentrer sur les estimations de survie. Vous allez voir, c'est déjà intéressant. Donc, pour cette analyse, j'ai pu traiter 285 individus qui ont été marqués. Donc, ce n'est pas les 700 que Steve évoquait tout à l'heure. La différence, c'est que les données les plus récentes, je n'ai pas pu les intégrer dans l'analyse. En fait, pour traiter des données de ce type, il faut au moins 2 années avec une occasion de recapture derrière. Avec donc plus d'une centaine de GPS. Voilà. Alors, premier résultat, la première chose que je vous présente ici, c'est on teste l'influence du mode de marquage sur les taux de survie. Donc, Steve avait présenté rapidement tout à l'heure. Là, c'est encore une analyse indépendante, une sorte de deuxième test, où on regarde donc la survie des oiseaux qui sont bagués avec une dervique simplement, avec en plus un GPS, pour voir s'il n'y en a pas. Voilà, c'est jamais tout à fait anodin de poser des balises.
Donc, je vais constater que, effectivement, le GPS, dans l'ensemble, même si ponctuellement, il y a peut-être eu parfois des couacs sur un individu particulier, dans l'ensemble, les taux de survie ne sont pas modifiés par la cause d'un GPS. Ça, c'est très rassurant. Alors, ici, on a les survies annuelles moyennes à l'échelle nationale. Je vais ensuite décliner par département. Donc là, vous avez trois classes d'âge. Donc, on a la survie des individus marqués poussins ou lors du premier automne, donc du logo de première année. Donc là, c'est la survie annuelle. Donc, combien d'oiseaux vont être vivants l'année suivante. Vous voyez que ces taux de survie sont bien plus faibles par rapport aux adultes. Ça, c'est tout à fait normal hein, chez les oiseaux, chez les animaux en général. Les plus jeunes ont des taux de mortalité qui sont beaucoup plus importants. Donc là, on voit qu'on a une différence entre les oiseaux des poussins et à l'automne. Donc en fait, cette différence qui est à peu près de 25%, c'est la mortalité qui interviendrait entre ces deux moments. Ça vous donne une idée aussi de la vitesse, voilà, des flux de mortalité qui sont assez importants chez les plus jeunes, mais comme je vous le disais, en fait, c'est assez naturel. Donc chez les oiseaux adultes, on est à près de 80%. C'est quelque chose aussi qui avait été observé chez les populations anglaises. Donc en fait, c'est assez cohérent, c'est un taux de survie qui semble satisfaisant, enfin, pas spécialement de problème à ce niveau-là. Alors ici, les mêmes choses en distinguant les sexes. Donc avec Steve, on avait des petits questionnements. Voilà. Donc là, les différences, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Vous voyez, il y a les points, puis les barres, ça représente les zones d'incertitude. Donc on a des estimations qui sont plus ou moins précises. Cette différence, il n'y en a aucune qui est vraiment significative. Donc, on peut considérer en première approximation que la survie est identique entre les deux sexes. Ce qui est plutôt attendu pour une espèce de style, en fait, où le dimorphisme sexuel est peu marqué, l'écologie aussi est assez proche, en fait, et voilà. On ne s'attendait pas forcément à des grosses différences. Donc là, je vous propose les premières estimations déclinées sur tous les départements. Alors ici, c'est l'estimation de la probabilité de détection. Donc quand on fait des analyses de survie, on estime en fait de manière jointe, c'est la technique qui veut ça, une probabilité de détection pour ensuite pouvoir estimer une probabilité de survie. Donc ici, vous avez la probabilité de détection pour tous les départements. Alors j'ai fait volontairement, j'ai voulu afficher tous les départements. Les données disponibles par département sont en quantité assez hétérogène. Donc il y a des fois, il faut vraiment prendre des pincettes. En particulier, là, il y a les points gris il y avait très très peu de données. Donc j'ai quand même voulu les afficher parce qu'ils ont le mérite d'exister et qu'il y a derrière, voilà, il y a un effort qui a été fourni également. Mais voilà, pour garder un peu l'esprit critique, des fois, il y a des interprétations, il faut être prudent. Donc, vous voyez, il y a une belle liste de départements, hein, et elle va continuer de s'agrandir. Donc, la probabilité de détection moyenne, en gros, elle est de plus de 30%. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est, en tout cas, en termes d'exploitation de données, on va pouvoir analyser ça et en tirer des informations intéressantes. Lorsqu'on est au-dessus, bah, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Lorsqu'on est en dessous, après, ça va devenir un des moments difficiles de pouvoir vraiment traiter les données. Donc, il faut vraiment maintenir un effort minimum quand même. Et justement, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus pour la valorisation de ces données d'un point de vue scientifique. Pour, enfin, vraiment une information que je voulais vous transmettre parce que c'est important. Donc, on voit là, ici, c'est des choses que j'ai simulées. Donc, c'est juste un exemple théorique. On voit qu'on a marqué différents nombres d'individus. D'accord? Donc, j'ai créé des jeux de données avec différents nombres d'individus. Et puis, j'ai simulé deux efforts d'observation. Donc, vous constatez que les estimations de survie qu'on obtient, elles sont de plus en plus précises lorsqu'on augmente le nombre d'individus bagués. Ça, c'est un peu logique. On a plus d'individus, on a plus d'informations. Les estimations sont plus précises. Mais on voit aussi que la précision des estimations augmente lorsque les probabilités de détection augmentent. Donc, les estimations rouges sont plus précises que les estimations bleues. Et là, on peut regarder ces deux estimations-là. En fait, avec une probabilité de détection supérieure, on récolte plus d'informations et on peut compenser aussi un nombre d'individus bagués moins important. Vous voyez ici, avec 100 individus, mais une probabilité de détection de seulement 20%, mon estimation au final, elle n'est pas plus précise, elle est même un peu moins précise qu'une estimation avec seulement 30 individus bagués, mais on a pu faire plus d'observations. Donc, on a collecté en fait plus d'informations sur les survies. Voilà. Donc, ça, c'est juste une information pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que c'est beaucoup d'efforts sur le terrain. Donc, si ça aboutit aussi à une meilleure valorisation, je pense que tout le monde sera très heureux de ça. Donc, voilà, comment bien investir
son énergie. Donc là, je poursuis ma présentation avec les estimations de survie pour chaque département. Donc vous avez la moyenne qui est encore voilà, proche des 80%. Et on peut essayer d'estimer voilà, par département les taux de survie. Alors, certains sont un peu au-dessus, certains sont un peu en dessous. Il y a des incertitudes qui sont encore importantes. Donc, avec les années, si on poursuit le programme, on va pouvoir affiner tout ça. Alors, on a cherché à commencer à expliquer un petit peu ces variations. Donc, ici, en essayant de rassembler les populations, les suivis par type d'habitat, alors on a voulu faire quelque chose d'un peu plus précis à la base avec Steve. Mais alors, donc, j'ai eu un petit souci avec les données, donc je suis passé sur une méthode un peu plus simple où c'est moi-même qui ai rassemblé les suivis. Donc, comme je connais pas tout les suivis, j'ai peut-être commis des petites erreurs, mais je pense que dans l'ensemble, c'est à peu près cohérent. Donc, j'ai distingué quatre grands types d'habitats et pour pouvoir essayer d'estimer donc des survies par type d'habitat. Donc, vous voyez que en fait, on a les grandes cultures. En culture, j'appelle ça ces grandes cultures agricoles. Et puis, j'ai distingué avec un contexte qui est des fois très intriqué dans le paysage urbain. C'est particulièrement à l'Est lyonnais, l'Isère. Et voilà. Et donc là, ce qu'on constate, par exemple, c'est que sur la population du Gard, qui se produit donc plutôt en milieu de vigne, on a une survie qui quand même semble se démarquer du reste. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'il va falloir peut-être creuser un peu plus. Pour le reste, finalement, c'est assez proche, en tout cas dans les grandes cultures. On n'a pas du tout une survie plus faible qu'ailleurs. Alors là, j'ai la même chose, mais en distinguant les sexes. Donc ça m'a assez surpris. Hein. J'ai pas trop d'explications sur cette différence. En gros, il y a globalement à l'échelle nationale, on n'a pas de différence significative. Mais lorsqu'on s'intéresse aux grandes cultures, là, on a assez étrangement une différence qui apparaît, qui est plutôt en faveur des femelles. Donc, c'était pas forcément, en gros, on avait des discussions avec Steve et il aurait plutôt anticipé l'inverse. Donc, voilà, peut-être qu'il va falloir affiner les analyses pour voir si ça se confirme. Voilà, si vous avez des interprétations ou des hypothèses à émettre, n'hésitez pas à discuter de ça. En tout cas, il n'y a pas une survie plus faible des femelles, ce qui a été potentiellement, on avait une intuition pour ça. Ensuite, on est intéressé aussi à essayer de mettre en relation les différences de survie avec l'exposition aux pesticides. Donc là, on a profité d'une étude parue très récemment, donc, qui propose de quantifier à l'échelle nationale, en gros, l'exposition. Donc, c'est des mailles de 1 km sur 1, donc vraiment sur tout l'ensemble du territoire. Donc, sur la période 2013-2022, c'est un travail énorme qui a été fait de collecte de données, etc. Donc, on a essayé de mettre en corrélation, donc là, c'est une approche purement corrélative, hein, les zones où les oiseaux sont bagués. Donc, on a l'exposition aux pesticides grâce à cette base de données. Et la mettre en corrélation avec ensuite les estimations de survie qu'on pouvait avoir. Donc, ça, c'est une première analyse que je vous donne. Donc, on a un effet qui ressort plutôt négatif lorsqu'on associe cette variable au taux de survie, avec un effet qui reste assez incertain. Vous voyez, il y a la liste de régression qui montre en gros que la survie moyenne est supérieure à 80% lorsqu'on a une exposition faible et qui passe ensuite plutôt vers 75% lorsqu'on a une exposition forte. La zone grise donne aussi la zone d'incertitude. Donc, ça, c'est vraiment une première analyse exploratoire. Et peut-être qu'on va devoir travailler et creuser un peu plus. Et de toute manière, comme Steve le disait tout à l'heure, il y a vraiment une volonté aussi d'avoir des échantillons directement sur les oiseaux. Là, c'est pas ce qui a été fait. Hein. Encore une fois, c'est une approche corrélative. Et on regarde l'exposition attribuée à une zone géographique donnée. Voilà. Et donc, merci pour votre attention. C'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je termine avec cette dernière diapo parce que c'est un résultat qui, peut-être, vous avez plus de temps de le regarder si vous avez quelques questions. D'accord. Voilà. Merci. On a une remarque ici qui nous dit, mais les mâles sont peut-être moins discrets que les femelles en repos. Les femelles sont peut-être moins discrètes, les femelles sont moins discrètes, les mâles sont moins discrets que les femelles en repos. Avec l'origine. Oui, alors non, ça, j'ai pris en compte, hein, j'ai fait dans ces modèles, on prend en compte les probabilités de survie, mais aussi les probabilités de détection. Oui, je les données. Et j'avais fait une modélisation
considéré que la détection n'était pas la même entre les sexes. Et en l'occurrence, les estimations suggèrent qu'il n'y a pas de grosse différence. Statistiquement, c'est à peu près similaire. Donc, et dans tous les cas, même si je force une estimation qui est différente entre les sexes en termes de détection, les survies ensuite sont quasiment inchangeables. Donc, ça ne modifie pas ce résultat. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question là-bas. On peut envoyer le micro en même temps. Et pendant ce temps-là, je pose une question, moi. Qu'est-ce d'où peut venir cette différence de sur... Attends, je remets ce graphe là sur... euh, Après, c'est les grandes cultures. non, ça, ce niveau d'incertitude que l'on a sur les oiseaux de 1A. Est-ce que tu penses que les oiseaux de 1A sont en règle générale des individus qui sont capturés et qui sont capturés en rassemblement? Donc, c'est des individus qui potentiellement viennent de la zone environnante au site de capture qu'est le rassemblement, mais aussi de sites extérieurs. Donc, est-ce que cette incertitude sur la probabilité de survie, qui est dépendante du taux de contrôle, de recontrôle, peut être liée au fait que on capte peut-être dans les zones de rassemblement des individus qui viennent d'ailleurs? Je parle dans le micro aussi pour les personnes qui Ouais. sont en ligne, hein. Là, c'est simplement les échantillons, en fait. Il y a quand même beaucoup moins d'individus qui sont vagués à cet âge-là. Donc, c'est un effet Ah, principalement de taille d'échantillon. Là, on a de mémoire 50, 60 individus dans mon analyse. C'est, voilà, ok. sur presque 600. Donc, il y en a beaucoup plus dans les autres catégories, ouais. Oui, bonjour. Oui. Sur la probabilité de détection, je voudrais savoir comment elle est calculée et à quoi ça correspond. Enfin, dans le sens de probabilité de détection, ça veut dire que je devrais capter 30% de la population. Enfin, voilà. Concrètement, Ouais. qu'est-ce que ça induit? Alors, en fait, avec ces types de données, donc on va avoir un suivi longitudinal pour chaque individu. Et en particulier, dans certains cas, on va avoir des années où on n'a pas observé l'individu, et puis hop, on va l'observer. Par exemple, la 4e année. Donc à ce moment-là, vraiment ces histoires-là qui nous permettent de dire, bah, effectivement, on détecte pas tous les individus. Donc il y a des années où je sais, grâce à ces observations, il était vivant, mais je ne l'avais pas observé. Et donc ça permet de quantifier une certaine probabilité de détection, et ensuite de corriger l'ensemble des données pour estimer un taux de survie qui n'est pas biaisé par ce problème d'observation. Merci. Est-ce que pour la différence de survie entre mâles et femelles, on pourrait pas analyser si les mâles bougent plus que les femelles seraient plus souvent sur les nids et ne bougeraient pas, par rapport aux mâles qui seraient plus actifs et du coup plus visibles par les prédateurs. Ah bah, ça c'est une réponse qu'on va pouvoir apporter grâce au suivi GPS. Alors moi, j'ai pas toutes ces données-là, hein. D'accord. Les différences de mouvement entre les mâles et les femelles sur le livre en période de reproduction. Sur la probabilité de lecture de bague? Non, non, sur le fait peut-être que les femelles se déplacent moins que les mâles, puisqu'elles couvraient peut-être plus, je sais pas, c'est une question que je pose. Plus exposé aux mortalité. Et du coup, qu'elles seraient moins visibles par le prédateur. On est vraiment sur une période qui est, c'est sur 26 jours, sur l'ensemble de son cycle de vie. Euh, le fait d'avoir un individu qui est couvert sur 26 jours, qui va se relayer avec le mâle sur quasi en 50-50 pour l'incubation. Alors, c'est pas 50, j'ai pas le chiffre exact, donc je donnerai pas de. Mais on a une plus forte proportion de temps que la femelle passée sur nid. Alors, peut-être que Gérard aura des éléments à nous faire remonter. Que le mâle, mais le mâle aussi incube et reste sur le nid. Euh, non, on n'a pas de. J'ai pas, oui, non, j'ai pas d'éléments et j'ai pas forcément plus de mâles que de femelles qui sont prédatées par des mammifères, par exemple. Je- non. Non, mais la question qui était posée tout à l'heure, je pensais que c'était un peu en lien dans le sens où on a des femelles qui sont sur nid, donc le mâle étant guetteur, il est plus visible.
Donc, on s'oriente plus sur lui, donc on a plus tendance à aller lire des bagues et je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais si c'est ça? Ok. C'est quelque chose qui a déjà été étudié, Ton micro. le pourcentage de temps passé sur les jeux par balle et femelle. Ouais, une grande question, le pourcentage du temps passé sur les femelles, et j'ai vérifié. Je l'ai pas. L'estimation, nous, qu'on avait, c'était 70, pardon, c'était autour de 70% femelles, 30% mâles. Mais j'ai pas l'estimation au niveau national et j'ai pas fait l'analyse spécifique. Je sais pas si, Gérard, est-ce que tu as des informations là-dessus que tu as pu analyser? Euh, Non, pour pouvoir, non, ce temps passé, la vie est différente de, d'incubation par rapport à la fin. Attends, je peux nous et je réponds à ton faible effectif, par exemple, il te donne, tu sais quoi, le ratio temps passé par une femelle et un mâle? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? j'ai fait des études sur deux Et ça donne quoi? Tu as quoi là-dessus? côtés. L'incubation, la femelle va passer plus de temps. Ouais, Et en plus, bon, moi, j'ai des chevaux qui sont passés 6 heures sans bouger de lui ouais. et qui refusaient quasiment l'échange de couleurs. En fin d'incubation, le mâle intervient beaucoup plus souvent que sur les périodes beaucoup plus courtes. Donc, c'est pas facile de faire un ratio global. Il y a des exemples d'un couple, de deux couples, et du coup. Donc ça demande vraiment une analyse plus fine. C'est une analyse que bon, moi-même je suis pas encore réalisée, mais les premières estimations qu'on avait faites à l'époque HISE, on était sur un 70-30 et 30% par le mâle. Est-ce que c'est un pattern qu'on retrouve chez l'ensemble des couples et qu'il n'y a pas une variation interindividuelle? C'est très fort probable. Et avec aussi une variation dans le temps sur la période d'incubation où peut-être les femelles passeraient plus de temps en incubation au début et moins sur la fin. J'ai pas d'éléments concrets là-dessus. Une dernière question sur le chat. Est-ce que les prélèvements sont conservés après les analyses? Euh, le sexage, ouais, parfois. Et peuvent-ils resservir à d'autres analyses? Oui, oui. Dès lors où on fait le sexage, donc on fait de la PCR derrière, et puis ça nous permet de pouvoir déterminer le sexe des oiseaux. À partir de là, on fait du séquençage et du séquençage haut débit sur les échantillons et ça nous permet d'avoir des informations sur les oiseaux, tant sur son génome que la diversité génétique. Et ces données-là seront utilisées par la suite pour faire un travail, permettre d'améliorer notre connaissance sur les flux de gènes qui existent à l'échelle nationale, la relation entre les différentes populations et métapopulations, quelles sont les zones sources, quelles sont les zones qui ont une productivité plus importante et qui produisent plus d'individus et qui permettent d'approvisionner d'autres secteurs, d'autres sites dans lesquels au sein desquels la productivité est plus faible. Donc oui, les échantillons sont maintenus, ils permettent de pouvoir aller beaucoup plus loin dans les analyses. Ok, on va passer à la présentation suivante. Jérémy? Jérémy qui est à distance. Oui, Jérémy donc, Dupuis, si tu nous entends, Oui, oui, bonjour. Bonjour à tous. est-ce que tu as potentiellement ta caméra ou pas? Oui, voilà. Super. Là, on ne te voit pas. Ah si, il faut que je mette ça. Non. Si vous voulez le... Ok, bah, Jérémy, ouais, tu peux y aller. On peut mettre que lui? Du coup, Steve, c'est vous qui passez les diapos, c'est ça? Ouais. Très bien. Bon, et bonjour à tous. Merci, merci Steve et le GPOC pour l'invitation au colloque national d'ICTEM CRIAR. Donc moi, je vais vous parler des résultats de l'enquête LIMAT, notamment le volet d'ICNEM sur le comptage des sites de rassemblement postnuptiaux et également sur
la valorisation de ces résultats-là dans le cadre du rapportage Directive Oiseaux qui a été achevé cet été. Donc ces travaux ont été réalisés avec une collègue à la LPO qui s'appelle Anaïs Danon et également donc avec Steve, Ellie et d'autres membres de l'association. Donc quelques mots de contexte, mais comme vous le savez tous, si on veut mener des politiques de conservation performantes, il est nécessaire d'avoir des connaissances sur l'état de santé des populations d'oiseaux. Et c'est tout l'objet des démarches d'atlas que l'on peut mener aux échelles nationales ou locales, mais surtout des dispositifs de suivi. Toutes ces informations-là permettent de mettre à jour les aires de répartition, mettre à jour également les tailles de population et également les tendances, ce qui permet au final de permettre de mettre à jour les statuts de conservation des espèces, notamment dans le cadre des listes rouges. Donc tout ceci s'intègre aujourd'hui dans une stratégie qui s'appelle la stratégie de la surveillance de la biodiversité terrestre, qui est coordonnée par l'État et notamment l'OFB. Donc cette stratégie va cadrer l'acquisition de connaissances sur les espèces, notamment en privilégiant un certain nombre de dispositifs de suivi afin de les pérenniser, les prioriser dans le temps et notamment de déclencher des financements. Donc, parmi tous les suivis que l'on peut réaliser à l'échelle nationale sur les oiseaux, mais pas que, mais ici on s'intéresse essentiellement aux oiseaux, certains font partie de la surveillance, d'autres moins, et c'est ce qui va un petit peu conditionner l'acquisition de financement dans les années à venir. Donc, concernant l'avifaune de métropole, la LPO, avec son réseau de partenaires, et notamment le réseau LPO local, mais aussi toutes les associations de protection de la nature avec qui on travaille au quotidien, tout ce réseau-là, c'est les fournisseurs principaux de données dans le cadre de la surveillance. Donc là, on sort du rapportage Directive Oiseaux, mais il faut savoir que la LPO, avec son réseau de partenaires, a fourni 100% des données pour les répartitions des espèces. Et sur les paramètres tendance et effectif, on fournit à peu près 80% des informations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'acquisition de connaissances à l'échelle du territoire, elle dépend de l'action des APN et notamment des volontaires, puisque l'essentiel de ces dispositifs repose sur les sciences participatives. Donc voilà, donc c'est vraiment euh, très important de continuer sur cette voie-là. Et donc, on s'intéresse principalement à trois paramètres, hein, donc ce qu'on appelle des variables essentielles de biodiversité, qui sont la répartition, les tendances et les effectifs. C'est vraiment, on va dire, les trois principaux drivers de l'acquisition de connaissances sur lesquels on travaille aujourd'hui à la LPO. Donc les répartitions, finalement, on fait ça depuis maintenant pas mal de temps, notamment avec le pilotage d'atlas nationaux. Donc on publie régulièrement des atlas, qui soient nationaux ou locaux, voire même continentaux. Et puis dernièrement, on a lancé donc le programme Oiseaux de France, qui est donc un atlas, mais qui est un atlas dynamique qui se met à jour en temps réel. Donc là, on a changé un petit peu de manière de faire, mais aujourd'hui, avec le flux de données qui est collecté de manière quotidienne par les volontaires, on est capable de produire des mises à jour de cartes de répartition qui sont quasiment en temps réel, donc ce qui est quand même extrêmement intéressant. Sur les tendances, on a des dispositifs qui sont dédiés. Donc, vous connaissez sûrement tous le stock EPS, qui est donc le dispositif qui est dédié au suivi des tendances des oiseaux communs en France, donc piloté par le MNHN et par la LPO France. Et donc, c'est l'indicateur majeur de l'état de santé des populations d'oiseaux en France. Et c'est lui notamment qui met en évidence que les espèces dites spécialistes des milieux agricoles déclinent de près de 30%, on décline de près de 30% depuis 25 ans. Un autre indicateur de tendance, c'est celui que l'on obtient avec le comptage Wetlands, donc le comptage des oiseaux d'eau à la mi-janvier, qui lui est très ancien, donc a commencé dans les années 60, et qui permet aujourd'hui d'avoir des tendances extrêmement précises sur les populations d'oiseaux d'eau hivernantes au niveau national, mais également plus largement au niveau des voies de migration.
Et pour les effectifs, ben, on a aussi des dispositifs qui sont dédiés. Le petit dernier, c'est le dispositif Époque et Époque ODF, dont on a publié les résultats il y a maintenant un an. Et donc, pour une soixantaine d'espèces d'oiseaux communs, qui va des mésanges, les fauvettes, le merle noir, en passant par les verdiers, chardonnerets, etc., on a pu calculer des estimations d'effectifs nicheurs au niveau national. Et donc, par exemple, d'après nos résultats, l'espèce d'oiseau la plus commune de France, donc, c'est la fauvette à tête noire, avec plus ou moins 10 millions de couples sur le territoire. Un autre dispositif qui, lui, est un peu plus ancien, c'est l'Observatoire Rapace, qui permet également d'obtenir des estimations d'effectifs nicheurs au niveau national pour les rapaces les plus communs, donc bus varial, faucon cresserelle, milan noir, épervier, etc. Donc, juste, je fais une petite aparté, mais l'année prochaine, on lance l'enquête Rapace Nicheur, donc qui est donc une remise à plat un petit peu de l'Observatoire Rapace. Donc voilà, donc je pense que certains d'entre vous dans la salle sont aussi au courant de ça, mais l'année prochaine et l'année suivante, donc 2026-2027, on met le paquet sur les rapaces nicheurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les populations nicheuses d'oiseaux d'eau? Donc, on voit que chez les oiseaux d'eau, on a vraiment des situations qui sont très divergentes. On a beaucoup d'espèces qui sont des espèces rares, menacées ou bien suivies. Donc sur ces espèces-là, on a quasiment des suivis exhaustifs qui nous permettent de mettre à jour de manière quasiment annuelle les effectifs nicheurs. C'est notamment le cas du courlis cendré, qui, durant la période LIMAT, a pu bénéficier d'un travail particulier avec un article qui a été publié dans le dernier numéro d'Ornithos et qui fait la mise à jour de l'effectif nicheur national. Donc entre 800, 830 et 1150 couples de courlis cendrés en France, donc qui poursuit malheureusement son déclin au niveau national. On a une autre espèce comme la barjaque noire où les effectifs nicheurs sont quasiment connus tous les ans et où on peut dire qu'on a une population inférieure à 160 couples depuis maintenant pas mal d'années. Donc, résultat également publié dans la synthèse Enquête nicheur et menacée qui est publiée annuellement dans Ornithos. Et puis un autre exemple, celui du gravelot à collier interrompu, où nous avons fait un effort particulier aussi pour mettre à jour l'effectif nicheur de cette espèce-là, donc entre 1400 et 1750 couples au niveau national, donc un article qui sera publié dans le prochain numéro d'Ornithos. Ensuite, on a les espèces qui sont plus largement réparties et beaucoup moins bien suivies. Donc là, ici, on a le canard colvert, foulque, grèbe huppé. On peut citer les autres canards de surface, les canards plongeurs et certains limicoles comme le chevalier gambette, le chevalier guignette, le petit gravelot, etc. Ben, ces espèces-là, on ne peut pas les traiter de manière exhaustive. Ben, il est impossible de couvrir tous les plans d'eau de France, toutes les roselières, tous les marais, etc., pour compter chaque couple de chaque espèce. Donc, on a décidé, dans le cadre de l'enquête Blimat, de mettre en place une approche par échantillonnage. Et donc, les résultats ont été également produits. Ils sont en cours de publication. Mais voilà ce qu'on a obtenu pour les trois espèces les plus abondantes dans notre jeu de données. Donc, pour le canard colvert, on a estimé entre 240 et 300 000 couples de canards colverts sur le territoire. Pour Foulque Macroul, on est entre 50 000 et 70 000 couples. Et Grébupé, entre 23 000 et 31 000 couples. Donc ça, c'est les espèces les plus communes où finalement on a des coefficients de variation dans les estimations qui sont assez resserrés, donc on est plutôt satisfait. Mais dès qu'on commence à descendre dans des espèces un peu plus rares, un peu plus localisées, je pense au canard souchet, au canard chipot, au fuligule milouin, etc., on a des intervalles de confiance qui sont un peu plus importants. Mais ces estimations ont le mérite d'exister et surtout de se baser sur une méthode qui est bien plus robuste que ce qu'on avait par le passé, qui combinait quelques données de terrain avec beaucoup de dires d'experts. Et au milieu de tout ça, eh bien, on a le dictème criard. Donc difficile de le classer dans les oiseaux d'eau, mais malgré tout, c'est un limicole terrestre. Et assez rapidement, on a mis en évidence que ça serait difficile de le traiter dans le même dispositif que les autres espèces d'oiseaux d'eau. Donc, dans le cadre de l'enquête LIMAT, difficile de le traiter de la même manière que les autres. D'où cette idée de lancer un volet EDIC dans le cadre de l'enquête LIMAT.
qui ne se basait pas sur un dispositif par échantillonnage sur la période de reproduction, parce que tout simplement, ça aurait demandé un effort de terrain trop important aux observateurs d'aller prospecter des mailles en période de reproduction dans le milieu terrestre, on va dire agricole essentiellement, alors qu'on demandait déjà un effort très important dans les zones humides pour le reste des oiseaux d'eau. Mais le Dictnem criard, on avait la chance d'avoir déjà un certain nombre d'actions qui étaient menées, notamment sur le comptage des sites de rassemblement post-nuptiaux. Donc, dans beaucoup de régions de France, depuis maintenant pas mal d'années, les ornithologues comptent ces sites de rassemblement de manière presque systématique dans certains départements. Et donc, assez rapidement, notamment avec Steve et Ellie, on s'est dit que pourquoi pas lancer un dispositif dans le cadre de l'IMAT qui serait vraiment axé uniquement sur les sites de rassemblement post-nuptiaux. D'ailleurs, c'est une période finalement septembre, octobre, novembre où les ornithologues sont beaucoup moins sollicités qu'au printemps. Donc, on a d'une certaine manière une certaine fenêtre d'action disponible pour étudier cette espèce-là. Donc, comment on a fonctionné? Tout simplement, on a commencé par créer une base de données des rassemblements postnuptiaux. Donc, pour ça, on s'est basé sur toutes les données qu'on avait en magasin, notamment dans la base de données Fonds de France, mais également dans d'autres bases de données de partenaires, donc le CEN Normandie, le groupe ornithologique du Nord, le groupe ornithologique Normandie, etc., etc. Donc, on a eu tout un tas de structures partenaires qui ont pu nous fournir des données, ce qui nous a permis, en plus d'intégrer les géolocalisations des individus qui avaient un GPS, ce qui permet d'avoir aussi des positions de rassemblement postnuptiaux. Donc, on s'est retrouvé à avoir vraiment une base de données de plusieurs milliers de rassemblements à l'échelle de la France. Derrière, on a aussi mis en place une approche de prospection par maille, car on s'est rendu compte qu'il y avait des secteurs où l'espèce était connue, nicheuse, mais où il n'y avait pas de site de rassemblement connu. Et donc, on s'est dit que c'était probablement dû à un manque de prospection, un manque de connaissances dans ces territoires-là. Donc, on a mis en place une approche par maille, où on s'est dit, donc dans les mailles de 10 km de côté, où l'espèce est connue nicheuse, mais où on n'a pas de rassemblement connu, on va proposer aux observateurs d'aller visiter les sites favorables pour accueillir des rassemblements, et donc ainsi augmenter le nombre de rassemblements dans notre base de données. Donc au final, c'est quelque chose qui a plus ou moins bien marché parce que c'était quand même assez coûteux en temps de prospecter ces mailles-là. Mais on a pu rajouter comme ça, de mémoire, entre 5 et 7 de sites de rassemblement en plus. Donc on a trouvé 5 à 7 de rassemblements nouveaux. Et donc au niveau des prospections des rassemblements, donc la consigne était de visiter systématiquement tous les sites de rassemblement connus, avec deux passages. Un premier passage autour du 1er octobre et un second autour du 15 octobre. Et également, donc, comme je le disais, de prospecter dans les mailles favorables. Donc, on a appliqué une méthode sur le terrain qui était basée sur une succession de comptages. En fait, chaque groupe détecté. Donc, l'idée était vraiment d'évaluer la détectabilité des oiseaux en fonction de si on utilisait les jumelles et la longue vue, parce qu'on le sait, tous les observateurs ne disposent pas de longue vue. Certains ne font les comptages qu'avec des jumelles. Et donc, il était important d'essayer d'évaluer si on avait une différence entre les méthodes de comptage. Et bien évidemment qu'on en a. Donc, le Dictème criard est une espèce cryptique. Et donc, lorsqu'on va retrouver un rassemblement, et bien en fait, si entre le comptage aux jumelles et le comptage à longue vue, on a une différence de l'ordre de 25-26%. Donc, ce qui montre bien que voilà, lorsqu'on fait un comptage longue vue, on est bien plus efficace sur la détection des individus, notamment tous ces individus qui sont un peu couchés au sol, pour peu qu'il y ait un petit peu de relief dans la parcelle. Donc voilà, c'est vraiment important de privilégier la longue vue lorsqu'on veut avoir un comptage précis sur les sites de rassemblement. Donc, on a analysé les résultats de 3 années, donc 2021, 2022, 2023. Donc, sur le passage 1, on a pu prendre en compte 1204 sites de rassemblement
le passage 2 un tout petit peu moins. Et donc, on s'aperçoit qu'on a une taille moyenne des rassemblements qui est assez proche entre les deux passages, légèrement supérieure au second, ce qui est peut-être un peu logique. Peut-être qu'à partir de la mi-octobre, les oiseaux, les derniers reproducteurs ont pu rejoindre les sites de rassemblement. Et du coup, voilà, peut-être ça explique un peu cette moyenne, cette taille moyenne de rassemblement légèrement supérieure. Et donc, la partie la plus importante sur cette base-là était de modéliser ben, on va dire l'abondance, en fait, les effectifs d'oiseaux sur les sites qui n'ont pas pu être couverts. Parce que sur l'ensemble des sites de rassemblement connus, on n'a pas eu tous les sites qui ont pu être visités. Donc, ces sites qu'on appelle un peu de non-réponse, en fait, hein, où il n'y a pas eu où il y a pas eu d'observateurs qui sont passés dessus, on a essayé par une approche de modélisation, en fait, ben voilà, de prédire une abondance sur ces sites non couverts. Euh, donc tout simplement, ça a été une approche assez simple, hein, mais c'est de se dire de travailler à des échelles, à des régions biogéographiques, parce qu'on a vu que les tailles de rassemblement n'étaient pas forcément les mêmes si on se situait plutôt dans le domaine atlantique par rapport au domaine continental ou au domaine méditerranéen. Donc on a essayé de descendre à ces échelles-là pour être encore un peu plus précis dans l'estimation des rassemblements qui avaient non couverts. Et donc à la fin, lorsqu'on fait le total entre le passage 1 et le passage 2, donc on obtient une population en nombre d'individus sur les sites de rassemblement autour de 35 000 individus. Donc, voilà, 34 000 individus avec un intervalle de confiance à 31 000 et 37 000 pour le passage 1 et légèrement supérieur pour le passage 2, donc autour de 38 000 individus avec entre 35 et 41 000 individus pour l'intervalle de confiance. Donc, on a décidé d'utiliser plutôt le passage 1 pour faire l'estimation de nombre de couples, parce que l'idée derrière ça, c'est à partir de cette population en nombre d'individus sur les sites de rassemblement, c'est d'essayer de remonter un petit peu dans le temps pour obtenir une population nicheuse en nombre de couples. Donc pour ça, on s'est basé sur un calcul assez simple, c'est de dire que le nombre de couples, il est égal au nombre d'individus total durant la période de rassemblement que l'on va diviser par 2,65. Pourquoi 2,65? Ben, tout simplement parce que on considère que dans ce pool d'individus sur les sites de rassemblement, ben, on va avoir l'adulte 1, les mâles, les femelles reproducteurs, et également tous les jeunes de l'année. Et ces jeunes de l'année, ben, on les a estimés à partir de la bibliographie, notamment des études anglaises et des études espagnoles, qui donnent qu'à peu près, il y aurait à peu près un succès reproducteur de 0,65 par couple. Ce qui fait que à la fin, donc voilà, on divise par 2,65, ce qui nous permet ben, voilà, d'obtenir une estimation du nombre de couples au niveau national. Et donc voilà ce que ça donne. Donc pour le passage 1, on est autour de 13 000 couples. Et pour le passage 2, légèrement au-dessus, autour de 15 000 couples. Donc on a décidé plutôt de privilégier le passage 1, déjà parce qu'on avait une meilleure couverture, et aussi parce qu'on a fait un test, notamment sur la Charente-Maritime, où on a essayé de voir si notre méthode d'estimation, de filtre en fait des données de comptage de rassemblement se rapprochait réellement des comptages qui étaient réalisés sur le terrain, où on sait qu'en Charente-Maritime, il y a un effort qui est particulièrement important qui est fait sur les sites de rassemblement. Et c'était vraiment sur le passage 1 où on obtenait des résultats très proches. Donc on s'est dit, allez, on se concentre sur le passage 1. C'est peut-être là où nos données sont le plus représentatives de ce qui se passe réellement sur les sites de rassemblement. Donc voilà, on obtient au final une population nationale de à peu près 13 000 couples, entre 11 900 et 13 900 couples. Donc pour rappel, la précédente estimation de la population nationale, elle avait été faite dans le cadre de l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine, donc publié en 2015. Et cette estimation, elle donnait entre 19 000 et 28 000 couples. Sur la base de données semi-quantitatives, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était basé essentiellement sur la méthode des deux moyennes. Donc on estimait dans des mailles de 100 km²,
l'abondance de l'Eau-d'Yquem criard avec des classes d'abondance. Donc entre 1 et 9 couples, entre 10 et 99 couples, etc., etc. Avec aussi en cumulant avec des suivis locaux. C'est comme ça que cette estimation avait été produite. Donc, bien évidemment, il ne faut surtout pas comparer ces deux chiffres-là, hein. Il n'est pas question de dire qu'on a perdu quasiment la moitié des couples de dictème-criard en seulement une quinzaine d'années. C'est simplement qu'on utilise deux méthodes complètement différentes et que, ben voilà, c'est ça qui explique probablement cette différence qui est très importante. En revanche, on peut se dire que si on reproduit ce dispositif des rassemblements, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, j'en sais rien, ça sera à voir entre nous qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ben là, pour le coup, on aura une base beaucoup plus solide pour pouvoir comparer l'évolution des effectifs. Donc, on a essayé de prendre en compte la variabilité géographique dans le nombre et la taille de rassemblement. Donc, c'est peut-être pas suffisant d'avoir que seulement trois grandes régions, hein, donc Atlantique, continentale et Méditerranée. Peut-être que ça vaudrait le coup de redescendre encore un peu plus bas, hein, au niveau spatial. Donc, comme je disais un peu en introduction, c'est cette estimation qui a été renseignée pour le rapportage Directive Oiseau. Donc, c'est vraiment là, entre guillemets, la réponse de la France pour le dictème criard, donc 13 000 couples nicheurs nationaux. Et bien évidemment, il faudrait encore bien progresser sur ces estimations-là. Donc, je pense qu'à l'avenir, si on reproduit cette enquête, il faudra essayer d'être déjà un peu plus performant sur les prospections parce que on sait qu'il y a quand même beaucoup de territoires où il doit sûrement y avoir des sites de rassemblement connus, mais c'est des sites qui ne sont pas connus et pas couverts, pas encore détectés. Difficile aussi de les prédire vu que les suivis reproduction dans ces zones-là ne sont pas non plus aussi très présents. Ça revient un peu à ce que montrait Steve en introduction, hein, ces fameuses zones, ces cercles rouges là qui montraient un petit peu les lacunes, hein, qu'on pouvait encore avoir sur les connaissances sur le dictème criard. Il y a aussi, je pense, un biais qui est important, c'est que dans certains types d'habitats, on a une sous-détection des rassemblements, notamment des petits rassemblements. Je pense notamment dans des habitats de type vigne, peut-être dans le midi de la France, où c'est peut-être plus difficile, de détecter des petits rassemblements. Une autre chose sur laquelle il faudrait qu'on progresse aussi, c'est sur l'évaluation du succès reproducteur, parce que là, on s'est basé sur des études étrangères. On sait que le contexte britannique, il est très différent du nôtre, parce que c'est des petites populations qui sont extrêmement suivies, très protégées, avec beaucoup de mesures de conservation. Donc probablement que le succès repro là-bas est supérieur au nôtre dans nos contextes environnementaux et agricoles. En Espagne, c'est pareil. Peut-être que c'est différent de chez nous. Donc, pour le coup, c'est une question qui pourra peut-être être tranchée par le programme national d'Icnem Criard. Donc, savoir est-ce que sur la base des suivis repro, on peut obtenir vraiment des informations précises sur le suivi, sur le succès reproducteur, peut-être même l'adapter année après année, en fait, dans nos analyses, pour qu'on obtienne derrière une estimation encore plus précise. Voilà, merci, j'en ai terminé. Il y a des questions. On va faire vite parce que moi j'ai pas mal de retard. Une, deux, max. Cinq. Tu veux chat encore? Oh. C'est des chiffres qui vous surprennent ou pas? Je lance une question ouverte, puis ensuite on passe à une petite pause café. Est-ce que vous observez un phénomène de diminution de vos effectifs de rassemblement au niveau local, peut-être des rassemblements qui étaient conséquents avant, qui sont beaucoup plus petits maintenant, plus éclatés? C'est ce que je mettais dans le mail. C'est, comme je disais, les rassemblements ont vraiment chuté, on se pose vraiment des questions. Par rapport à l'évaluation des effectifs nicheurs par rapport au rassemblement post-nuptiaux, premier comptage, deuxième comptage, est-ce qu'on connaît réellement les dates de début de migration? En tout cas, mi-octobre, et là j'ai encore des lectures de vagues sur
sur des rassemblements, des petits rassemblements, où il y a déjà des oiseaux migrateurs qui viennent passer 1 ou 2 jours sur des rassemblements post-nuptiaux. Donc, ce qu'on voit sur les rassemblements post-nuptiaux, c'est pas forcément les effectifs nicheurs qui pointent, d'où est-ce qu'ils viennent réellement. Alors, voilà. Et après, on me pose aussi la question, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'Europe? Est-ce que l'Allemagne a beaucoup de lignages chez eux? Et quand c'est qu'ils traversent la France, quand c'est qu'ils rejoignent les rassemblements post-nuptiaux, sur l'évaluation des effectifs nicheurs par rapport au rassemblement, il faut avoir, je pense, plus de connaissances sur ces rassemblements pour pouvoir faire une évaluation de l'effectif nicheur. Là, en tout cas, sur les rassemblements où ça se casse la gueule, on a plus de petits rassemblements que de très gros. Jérémy, peut-être, qu'est-ce que tu peux apporter comme élément justement Ouais. sur ce premier comptage, deuxième comptage dans les estimations, vis-à-vis du fait qu'on a le choix du premier comptage aussi par rapport au fait qu'on est peut-être beaucoup plus proche de la population locale qui est estimée et dans lequel on peut, je dirais, compter, on peut grossir les effectifs lors du deuxième comptage parce qu'en fait, on récupère des individus de régions qui viennent de beaucoup plus loin. Oui, oui. Après, c'est clair que je pense que le passage 1 est peut-être un peu plus pertinent pour faire ce type d'analyse-là. Après, ce qui est aussi intéressant avec le dictème criard, c'est que finalement, sur la voie de migration, la France finalement est un petit peu en bout de chaîne. Donc, on a certes les individus britanniques, mais qui représentent finalement très peu d'individus par rapport à la population française. Et les populations allemandes qui aussi ne sont pas finalement très importantes par rapport à la population française. Donc c'est pour ça qu'on avait fait le choix au début aussi de se baser sur les sites de rassemblement en se disant que même s'il y avait du mouvement au sein des populations françaises, nicheuses, en effet, les oiseaux vont se rassembler peut-être loin de l'endroit où ils se reproduisent, mais on devait avoir quand même une majorité d'individus qui sont réellement des oiseaux français. Euh, mais c'est vrai qu'après, ça vaudrait le coup, notamment, ben on le voit avec les données de balises de GPS, et finalement, plus on se décale vers l'est de la France, plus on a des oiseaux qui vont migrer finalement plein sud, traverser la Méditerranée directement. Donc potentiellement, les oiseaux allemands, ça serait intéressant de voir. Je ne sais pas s'il y a des GPS posés sur les oiseaux allemands, mais peut-être que les oiseaux allemands ne viennent quasiment pas en France, hein. Je ne sais pas, je mets cette hypothèse-là, mais c'est peut-être possible. Euh, mais oui, en effet, il serait vraiment probablement plus intéressant de mettre en place un dispositif d'estimation des nicheurs nationaux sur la base vraiment d'une étude en période de reproduction. C'est clair que ça serait beaucoup plus intéressant. Le problème, c'est voilà, c'est qu'on est toujours dans un compromis entre notre capacité en fait à fournir des estimations robustes qui demandent souvent des efforts de terrain colossaux pour les structures et les observateurs, mais également essayer de rendre les choses accessibles, ne pas surcharger tout le monde mais parce que voilà, je le rappelle, mais on est essentiellement sur de la science participative. Donc voilà, à l'avenir, il faudra sûrement avoir cette réflexion-là de est-ce que finalement on monte un dispositif d'ICNEM criard en période de reproduction ou est-ce que finalement, ben, voilà, on se contente des sites de rassemblement post-nuptiaux tout en continuant à analyser plus précisément les données, peut-être en intégrant les voies de migration de certains autres pays voisins, etc. Donc peut-être qu'on pourrait, je n'ai pas de doute qu'on pourrait être plus performant à l'avenir. Et puis, Gérard, il y a une question. Oui, donc, dans les pays, une disparition complète des rassemblements depuis 3 4 ans, alors qu'avant, on avait des rassemblements d'une centaine, 140 individus. Et je pense que c'est un phénomène évolutif qui va se généraliser. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Par contre, on a des oiseaux équipés qui nous ont permis de découvrir des rassemblements qui étaient absolument inconnus. Donc ça, c'est plutôt bien. Enfin, troisième point, c'est qu'on a dans les mouvements qui ont des oiseaux, on en a un qui tous les ans part vers le mois d'août en direction d'Amiens. Vous voyez, Nord-et-Green, Amiens, il part vers le nord. Là, il reste jusqu'à peu près là, en ce moment, mi-octobre. Il va descendre dans la région de La Rochelle et il fait ça tous les ans. Oui,
les origines des oiseaux dans les rassemblements, ben, ça peut être très diversifié. Et alors, les oiseaux ils vont sur un rassemblement qui n'ont pas dans notre région, mais dans leur, qui était une vingtaine de kilomètres de leur lieu de nidification. Ah, Naïm. Merci. Dernière. Juste aussi peut-être un point, on parlait de l'Allemagne. En Allemagne, en fait, dans une bonne partie des pays en Europe centrale, en fait, les populations ont complètement chuté. En Allemagne, on n'a quasi aucune donnée de reproduction. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Parce que d'ailleurs, même avec la LPO justement, il y a maintenant des collègues en Alsace, en Allemagne, qui ont des oiseaux et on a pu leur donner pas mal d'informations via les balises GPS posées côté français. Donc c'est pareil, il y a aussi une sous-prospection qui est présente, mais la taille des populations, elle est absolument inconnue, elle était éteinte. Donc je- il est clair qu'en état actuel, on n'a aucune information sur le flux qu'il peut y avoir, même ne serait-ce que quel est l'état de la population là-bas. On n'a pas de suivi, aucun suivi. Donc comme le disait Jérémy justement, on est en bout de piste, hein, on est en bout de chaîne, nous au nord, au-dessus, il y a l'Angleterre et il y a rien au-dessus, hein. Et à l'est, c'est pareil. Ouais. Donc l'essentiel, c'est là où aussi on est quand même confiant sur ce que l'on a comme résultat et comme estimation, surtout en étant conservateur et en utilisant les données de septembre, c'est qu'on a la population en rassemblement française. Parce que, Là, juste si je peux compléter, Steve, en fait, lors du dernier rapportage Directive Oiseau, les Allemands ont rapporté entre 0 et 2 couples oui. de Dicknem. Donc, oui, en effet, le seul gros problème serait si on avait une espèce de translation d'oiseaux espagnols ou italiens chez nous en période de rassemblement post-nuptiaux, ce qui aurait pu être le cas. Ça existe chez d'autres espèces qui font ça en Méditerranée. A priori, ce n'est pas le cas. Donc, comme le dit Steve, je pense on peut être assez confiant sur le fait que les individus à cette période-là de l'année sont essentiellement des oiseaux français. Oui, je voulais juste savoir, il ne me semble pas que tu l'as évoqué dans ta présentation, mais je voulais savoir si les Deux-France, du coup, avaient prévu de reconduire ce comptage dans les années à venir. Et si oui, quand? Parce qu'il me semble que le comptage date de 2021 et que le reportage directif oiseau, c'est peut-être tous les 5 ans, il me semble. Donc voilà, je voulais savoir si tu peux nous en dire plus sur le sujet. Oui. Donc ce volet Eudicnem, il avait été fait dans le cadre de l'enquête LIMAT, donc c'était 2021-2023, la collecte de données. Donc la prochaine enquête LIMAT, ça sera 2028-2029. Donc voilà, la question se pose, est-ce qu'on reproduit ce dispositif-là? Moi, j'ai pas forcément la réponse là à vous donner, mais voilà, ça peut être aussi une décision un peu collective qu'on pourrait prendre aussi, c'est-à-dire est-ce que on a la motivation, mais aussi les ressources, etc., pour pouvoir refaire cette enquête-là. Mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de l'envisager en 28-29. Alors là, on est quand même un peu mieux on est un peu mieux armé dans le sens où maintenant on a les bases de données qui sont consolidées, on a beaucoup d'oiseaux avec des GPS, donc on a peut-être avec seulement 2 années, on est sûrement capable de couvrir quand même une bonne partie du territoire et des sites de rassemblement. Donc voilà, la question se pose, mais si c'est le cas, ça sera peut-être en 2028-2029. Mais bon, décision encore à réfléchir et à discuter. Ok, merci. Bon, ben, on passe à la pause. Un quart d'heure au max. Voilà. Voilà. Bah, tout à l'heure. Tendez l'oreille, il y aura le nickel qui vous rappellera. Merci Jérémy. Merci. Il arrête. Tiens. C'est au match, hein. Ouais. C'est lui qu'on entendra tout à l'heure quand il faut revenir en salle.
Et Steve, je me disais là sur les estimations de taille nationale. Ouais. Je sais pas, ça avait pas été envisagé de refaire une estimation avec la méthode à l'ancienne, en plus, tu vois. La LPO